You can speak in French, by the way. Ah oui, c'est vrai. I know, it's like, yeah, it's fine. Alors, je m'appelle Déborah. Okay. Et mon deuxième nom, qui est aussi un peu mon alter ego, c'est Cynthia. C'est un moi qui s'autorise peut-être plus de choses des fois, avec moins d'insécurité, avec plus de liberté. Et de plus en plus, j'essaye que les deux soient la même personne. C'est en train... Je suis sur le chemin. Je pense que ce chemin, il est infini. Mais je me rends compte de plus en plus que je m'autorise des choses. Je m'autorise à m'aimer. Je m'autorise à montrer aux autres qui je suis à l'intérieur. Et ne plus avoir peur qu'on me juge ou être plus libre, quoi. Aujourd'hui, je dirais qu'on est bons amis. Ça a été plus difficile avant. Parce que le fait d'être une femme grosse, racisée, déjà j'ai dû comprendre quelle était mon identité en tant que femme métisse. En plus de ça, j'ai dû rajouter qu'est-ce que c'est que mon identité en tant que femme grosse. Réussir à dire ce mot aussi. Avant, j'aurais jamais dit que j'étais grosse. Aujourd'hui, je dis que je suis grosse et ça me pose pas de problème. Pour moi, c'est un adjectif. Et aujourd'hui, on s'entend bien, mon corps et moi. Et j'espère qu'on continuera à avancer ensemble. Et il y a des jours où je me regarde dans le miroir et je me dis franchement, aujourd'hui, c'est pas mal. Et d'autres jours où je m'aime moins, mais je pense que tout le monde est comme ça, en fait. Et c'est OK. Même des femmes qui, moi, je pense être... je vais pas dire la perfection, parce que je pense que ça n'existe pas, mais plus qu'on attend dans la société, même ces femmes-là, elles ont des insécurités. Elles ont des jours plus compliqués que d'autres. Et du moment où j'ai compris ça, ça m'a permis d'être plus indulgente avec moi-même et d'accepter les aléas aussi. Qu'est-ce que ça peut être ? Ça peut être me complimenter personnellement. Ça peut être me rendre compte que le fait d'être moi-même et de l'assumer, j'aime pas trop ce mot assumer, mais bon, assumer qui je suis. Ça veut dire accepter et en être fier, un petit peu mélangé, tu vois, assumer. C'est quoi la raison que tu n'aimes pas ce mot ? J'aime pas ce mot parce que assumer, ça veut dire que, pour moi, c'est un petit peu négatif, dans le sens où c'est comme si j'avais du courage d'être moi-même. Ok. Congratulations that you look that way and you can be Exactly. proud of everybody. Yeah. Exactement. Okay. Et c'est ça que j'aime pas dedans, c'est-à-dire que j'ai aucun courage en fait, juste, je sais pas, je me lève le matin, je fais ma vie comme absolument tout le monde, sauf que j'ai un corps gros. Et je vois pas je vois pas ce qui fait que je suis plus courageuse qu'une autre femme parce que j'ai un corps gros et que j'arrive quand même à vivre. C'est un compliment mal placé, je trouve. Tu es belle pour une grosse. Ça veut dire quoi ? Soit je suis belle, soit rien. Enfin, on est toutes belles. Enfin, parce que d'habitude, normalement, les femmes grosses ne peuvent pas être belles. Ça, je trouve que c'est la pire chose qu'on puisse faire. La pire. Il y a pire, hein, mais c'est vraiment une chose que j'aime pas entendre. T'es belle pour une grosse. Genre, je trouve que ça dénigre... ça me dénigre moi et ça dénigre toutes les femmes grosses, en fait. Et ça arrive très souvent, quoi. Avant, j'avais vraiment l'impression que c'était un compliment. Parce que en fait, j'aimais entendre que j'étais belle, même si j'étais grosse. Et maintenant que j'ai grandi et que mon rapport avec mon corps et avec mon image, enfin avec l'image que j'ai de mon corps, a évolué aussi, aujourd'hui, ça me met énormément en colère d'entendre ça. Parce que justement, tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que ça veut dire qu'il y a d'autres femmes grosses parce que elles sont moins... je sais pas, elles s'assument moins, du coup elles sont pas belles. Et enfin, je trouve que ça met de côté d'autres personnes et puis ça hiérarchise aussi les grosses acceptables,
celles qui le sont pas, les grosses qui ont un corps qui passe dans la société, d'autres non. Voilà, et en fait, pour moi, il n'y a pas de hiérarchie, en fait, des corps. Enfin, par exemple, Kim Kardashian, pour moi, ça parle de corps, mais ça parle aussi de classe. Et on nous montre un corps qui est censé être déjà absolument magnifique et naturel, comme tu dis. C'est absolument pas naturel. Elle a payé tellement d'argent pour avoir ce corps-là. Et on montre à des femmes d'une classe inférieure qu'elles pourraient avoir ce corps-là, sauf que c'est des centaines de milliers de dollars pour avoir un corps pareil. C'est des heures et des heures de sport, de maquillage, de coiffure. C'est son travail à elle, en fait. Son travail, son corps, c'est son travail. Donc, on impose à des femmes qui travaillent ou qui ont des enfants ou pas, d'ailleurs, qui n'ont pas la vie et la réalité de la vie de Kim Kardashian, que ce corps-là est une question de volonté. C'est en aucun cas une question de volonté, c'est de l'argent, du taf et des gens qui travaillent aussi sur ce corps-là, quoi. Exactement. Je lis des témoignages d'autres personnes grosses et qui, elles, parlent de qu'est-ce que c'était que d'être un ou une enfant gros ou grosse. Et du coup, je réfléchis aussi parce que je me rends compte que ça a été dur quand j'étais plus jeune, pour plein de raisons. Mais j'ai jamais vraiment eu l'impression d'être vraiment différente. En fait, quand j'étais plus jeune, ça me gênait pas trop d'être plus grosse que les autres. Je le sentais, je le voyais, je me rendais compte que j'étais différente. Mais je me suis jamais dit que ça m'empêcherait de faire des choses. Et finalement, c'est plus l'adolescence. Le moment où je me suis construite en tant que femme hétérosexuelle, qui du coup est 100% victime du male gaze, parce que du coup, tout ce que je devais faire sans m'en rendre compte, le but était de plaire aux hommes, en étant hétérosexuelle. Et c'est là que j'ai compris vraiment que j'étais grosse. C'est vraiment au moment du début, de la drague, de moi-même, réfléchir, qu'est-ce que j'aimerais comme garçon, etc. Je me suis rendu compte, en fait, que les garçons, ils me regardaient pas comme les autres filles. Et qu'en fait, oui, mon corps gros était un problème pour la société. Ça ne l'était pas pour moi au début. Et quand je me suis rendu compte que ça l'était pour la société, là, j'ai commencé à avoir des complexes, à vouloir changer, à faire des régimes. Voilà, tout ce moment-là où vraiment je me suis dit, à 14 ans, à commencer à me dire faut que j'arrête de manger, alors que mes copines qui étaient minces ont mangé la même chose. C'est pas... et je voulais pas rentrer dans les clichés aussi. Quand t'es une personne gros ou grosse, t'es assis dans ton canapé en train de manger des chips, tu vas tous les jours au McDo, tu sors jamais de chez toi, tu fais pas de sport. Enfin, tous ces clichés, en fait, je comprenais pas et j'avais peur, en fait, que ce soit la seule manière qu'on me voit. Donc voilà, j'essayais de faire du sport, j'essayais de faire un régime, j'essayais de maigrir absolument, c'était la seule chose. Et en fait, je me suis rendu compte que, déjà, premièrement, c'est pas une question de volonté. Ce serait bien connu, si c'était une histoire de volonté, tout le monde aurait le même corps, quoi, et on se ferait chier. I think Lizzo said once, you're making people feel shitty about their jeans. Exactement, c'est comme, enfin, il y a des milliards de raisons d'être gros ou grosse, voilà. Il y a des raisons personnelles, il y a des raisons environnementales, il y a des traumas, il y a des gens qui effectivement mangent plus que d'autres ou pas du tout. Enfin, il y a des milliards de raisons d'avoir un corps différent, qu'il soit gros, qu'il soit grand, du coup, je comprends pas pourquoi notre société stigmatise autant la grosseur, pourquoi les gens ont autant peur d'être gros et des gros. Comme par exemple, là je m'éloigne un peu, mais je pense au confinement, parce que c'est quelque chose qui n'y a pas si longtemps, où la plupart des mimes et des blagues sur le confinement, c'était ah mon Dieu, voilà, je vais grossir, je vais ressembler à ça, des avant-après, ou
par exemple, quelqu'un qui a perdu du poids, on va mettre le contraire, la personne mince avant, la personne grosse après confinement. Personnellement, ça a été horrible de voir pendant le confinement que la seule peur des gens, c'était de ressembler à ça. Alors que I'm fine. Hein. C'est pas horrible hein, d'être ni dans ma vie, ni dans mon corps. Et du coup, ouais, finalement, que ce soit être ado, être une femme, avoir mon âge, aujourd'hui j'ai 30 ans, même plus tard, en fait, ouais, le problème c'est la société, quoi. Moi, je suis pas un problème. Mon corps, il n'y a aucun souci avec mon corps, il est très bien. J'ai aucun problème avec. Le problème, c'est comment les gens me regardent et comment la société a créé des stéréotypes et a tout fait pour que les gens veulent être minces et comme ça plus d'argent pour les régimes, plus d'argent pour le sport, tout ça. On se rend compte que bien sûr, avoir un corps différent, ça peut être compliqué aussi pour certains hommes. Bien sûr, et peu importe que ce soit des hommes cis, des hommes trans, que ce soit des hommes hétéros, bi, gays, peu importe. On sait aussi que ce type de course vers un idéal fait du mal aussi aux hommes et cette performance de la virilité fait aussi du mal aux hommes, c'est indéniable. Mais c'est aussi indéniable qu'un poids beaucoup plus lourd est mis sur les épaules des femmes d'un idéal inaccessible et tout est fait en sorte pour que ce soit inaccessible. Pour que, même si tu as l'impression que, allez, t'es mince, donc déjà, quelque chose, mais en fait, t'es jamais assez performante, t'es jamais assez une bonne mère, t'es jamais... En fait, il y a plein de critères comme ça qui sont impossibles à atteindre et surtout, il faut tous les avoir. Il faut tous les cocher. Et c'est encore une façon de tenir le corps des femmes, le cœur des femmes, la tête des femmes. C'est voilà, encore une façon comme tu dis, de nous garder occupés à faire autre chose que de penser à notre liberté et notre émancipation, quoi. Il y a autant de manières de s'émanciper que de personnes, parce qu'on a tous et toutes des envies différentes. Et je pense que c'est aussi ça le problème, c'est-à-dire que on nous propose des émancipations toutes faites, c'est-à-dire avoir un travail, avoir la possibilité d'avoir une carrière et un enfant, mais avoir quand même un enfant. Voilà. Moi, personnellement, j'ai pas envie d'avoir d'enfant. Donc, je sais que moi, une de ma manière personnelle de m'émanciper, c'est la possibilité de vivre par moi-même, pour moi-même, de ne pas avoir envie d'avoir la responsabilité d'une autre personne. Mais ça n'engage que moi. J'ai envie de pouvoir faire ce que je veux quand je le veux. Après, ça reste toujours une histoire d'argent. Parce qu'au final, on est dans un monde patriarcal, mais on est surtout dans un monde capitaliste. Et en plus, qui est en train de pourrir parce que l'environnement, l'écologie est un problème aussi. En fait, toutes ces luttes, et même si moi, je veux dire, le féminisme, c'est à l'intérieur de mon ventre et c'est vraiment... Enfin, c'est ce qui fait que je me réveille le matin, que j'y réfléchis tout le temps, tous les jours, tout le temps. Mais je me rends compte que c'est hyper important d'avoir toutes ces luttes en même temps. C'est-à-dire que à quoi ça sert d'essayer de lutter si demain, la planète, elle est sous les eaux, qu'il pleut tout le temps, qu'il y a de plus en plus de migrations climatiques et qu'en plus, on est dans un capitalisme. Donc, la plupart des gens n'ont pas assez d'argent, d'autres en ont beaucoup trop. Et en même temps, les hommes dominent encore les femmes et toutes les personnes de toutes les minorités. What a mess. Le fait d'être différente, donc le fait d'être une femme, le fait d'être une femme grosse, le fait d'être une femme racisée, c'est dur, mais en même temps, c'est une chance. Parce qu'en fait, j'ai pas eu d'autre choix que de me déconstruire. C'est-à-dire que pour moi, c'est une question de survie. C'est que si je me déconstruis pas, je suis obligée de subir le patriarcat, je suis obligée de subir tout ça. Du coup, le fait d'être différente, de ne pas rentrer dans ces codes, ça m'a obligée à essayer de m'émanciper, à essayer de déconstruire ça. Alors qu'il y a plein
de personnes blanches, de personnes cis, de personnes identifiées hommes qui se posent pas trop de questions. Donc du coup, elles sont pas obligées, tu vois. Ou alors les gens aussi adorent se gargarisent du fait que mais regarde, moi je suis privilégiée, mais je me rends compte que toi non. I don't care. Il y a plein de gens qui disent oui, mais moi je me déconstruis, mais moi c'est... Oui, ben ça devrait être normal en fait. Effectivement, comme tu dis, c'est un privilège en fait d'avoir la possibilité de le faire. De faire ce choix-là. Moi j'ai pas le choix en fait. C'est comme ça. Je suis obligée de me déconstruire parce que tous les jours on va me regarder comme une femme, on va me regarder comme une femme grosse, Je suis obligée de me déconstruire, ouais, c'est une question de survie quoi. Et je suis en même temps super pessimiste et super optimiste. Et je me dis qu'il se passe des trucs incroyables et en même temps, pareil, quand on commence à lire des livres, qu'on se rend compte que dans les années 70, il s'est passé des choses incroyables, que au XXe siècle, il s'est passé des choses incroyables, il y a eu plein d'avancées pour les femmes. On a toujours l'impression qu'on est dans un moment révolutionnaire. En fait, j'ai l'impression que c'est la même histoire qui se répète à chaque fois. Et j'ai pas l'impression qu'il y a des choses incroyables qui se passent. Donc ça me rend un peu pessimiste. Et en même temps, j'ai envie que le futur soit bien pour moi, pour les autres, pour des jeunes filles, qu'elles aient pas passé, qu'elles aient pas commencé à faire des régimes à 4 ans, 8 ans, 14 ans, qu'elles puissent être qui elles veulent dès le plus jeune. Et du coup, pour moi, une des solutions, c'est la représentation. C'est le fait de montrer des personnes différentes. Et si moi, à mon âge, quand j'étais petite, j'avais pu voir plus de femmes grosses, ben, je sais que j'aurais peut-être pas fait de régime à 14 ans. Voilà, on a besoin de représentation, quoi. Est-ce que j'ai des role models? Bon, j'adore l'ISO. Sur TikTok. Ouais. Mais en fait, j'ai un peu un problème avec les role models dans le sens où les personnes, genre des célébrités, qui deviennent le visage d'une cause. Je pense que l'ISO, voilà, l'ISO, Iseult ou plein d'autres, je pense qu'elles en ont ras-le-bol, qu'on les voit que comme des femmes noires grosses. Oui. Alors oui, elles sont des femmes, oui, elles sont noires, oui, elles sont grosses, mais elles sont plein d'autres choses. Donc, je trouve ça dommage pour les personnes à qui on met l'étiquette role models, parce que c'est beaucoup à porter sur les épaules, quoi. Ouais. Du coup, c'est pour ça que je trouve que avoir plein de personnes, on n'a pas besoin d'avoir... L'anonymat aussi est bien là-dedans, le fait juste que ce soit des personnes, quoi. Peu importe ce que ils ou elles font dans la vie de tous les jours. Déjà, avoir une représentation plurielle, plein de façons, plein d'identités, plein de personnes différentes. Pour moi, c'est un peu ça, je vais pas dire l'avenir, mais une des clés pour se sentir un peu mieux dans cette société de merde. Et je suis allée à une conférence la semaine dernière où ça parlait des possibles et des stratégies pour les corps et les personnes différentes dans notre société. Et une des solutions qui avait été pensée, c'était de créer et de penser le monde du côté des minorités. Okay. Donc, par exemple, de faire des immeubles qui seraient adaptés aux personnes non valides, okay. De faire des transports qui seraient adaptés aux corps les moins valides, etc. Et qu'ensuite, les personnes valides s'adapteraient. Okay. Et alors qu'on vit dans une société où c'est l'autre sens, tout est fait pour des personnes qui ont des corps valides, qui ont des corps minces, qui ont des corps majoritairement blancs. Tout le monde de la société est fait pour elles, eux. Et qu'est-ce qui se passerait si, au contraire, on faisait la société et le monde autour de nous pour les personnes minorisées et que les personnes valides ou majorité s'adaptaient un peu pour une fois. Et rien que le fait d'y réfléchir, ça me réconforte un petit peu. Je trouve que l'intimité
et les témoignages de chacun, c'est politique. Par contre, je ne saurais pas faire de la politique. Je trouve que, pour moi, les changements doivent être politiques. Au niveau des gouvernements, au niveau des lois. Mais alors, quelle loi faire ? Malheureusement, je sais pas. Mais déjà, se rendre compte que s'intéresser aux autres, que chaque personne, en fait, a une histoire à raconter et que chaque histoire est liée aux problèmes de la société. Chaque histoire a quelque chose à dire, en fait, sur ce qui est problématique dans notre société. Et que si on écoutait un peu chaque personne, je pense qu'on comprendrait un petit peu mieux qu'est-ce qui va pas. Très souvent, on s'enferme dans quelque chose où on cache un petit peu des choses intimes, tabous, comme par exemple son corps, comme la nudité, comme ses traumas, comme des histoires de violence qu'on a pu vivre ou plein de choses comme ça, en se disant que c'est trop intime, que ça veut dire trop de choses sur nous et que surtout la société, on ne doit pas le dire aux autres parce que c'est la honte. Et en fait, cette honte-là, elle a été créée par la société pour que les personnes qui sont victimes n'en parlent pas. Que ce soit de la violence, du fat shaming, du racisme, de l'homophobie, toutes ces choses-là. On a mis la honte sur les victimes et que chaque victime raconte son histoire, ça fait changer la honte de camp et ça fait changer le pouvoir de camp aussi. Et du coup, raconter cette intimité devient une force politique. Le fait de plus se placer en victime et de dire que la faute est sur nous parce qu'on a dû faire quelque chose de mal et se rendre compte qu'en fait la faute vient de la société, du patriarcat, du capitalisme, des agresseurs. Ça donne une dimension différente à nos existences et à nos luttes. En fait, se rendre compte qu'on est acteuriste de qui on est et qu'on n'est pas victime. Je trouve que c'est important et que ça renverse un peu les dynamiques de pouvoir. C'est-à-dire on reprend un peu du pouvoir et du coup, pour moi, ça, c'est politique parce que ça donne de la force et on se rend compte que nos existences sont importantes. On nous a toujours dit qu'on ne valait rien parce qu'on était femme, parce qu'on était grosse, parce que des personnes sont noires, parce que des personnes sont d'origine asiatique, parce que ces personnes-là sont bisexuelles, asexuelles, parce qu'on n'est pas la norme, on ne vaut rien. Et en fait, se rendre compte que on est plein à être comme ça et qu'en fait, si on vaut quelque chose, en fait, on a même beaucoup de pouvoir. Et c'est ça qui, pour moi, est politique, en fait, c'est de se rendre compte que ensemble, on peut faire des choses, on peut changer des choses et qu'on a une valeur et qu'il faut qu'on s'en rende compte. That's a good one to end on. Oui.